d'abord, l'analyse de la situation de marché à mi-parcours de cette année 2023. C'est toujours un bon moment semestriel pour regarder un peu dans le rétroviseur et se poser les questions pour la suite. Jean-Jacques Oana est avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, quand on prend le temps de regarder un peu dans le rétroviseur, ça fait quasiment un an pile que la Banque Centrale Européenne a entamé son cycle historique de resserrement monétaire. On en est pour l'instant à 400 points de base de hausse de taux du côté de la Banque Centrale Européenne. Et j'ai envie de dire, c'est rien en cours. Absolument. Quand on regarde finalement l'événement le plus important, hormis finalement les méandres de l'actualité financière et puis la hausse des bourses et en particulier le rebond des valeurs technologiques et des valeurs de croissance cette année, finalement c'est les taux d'intérêt. Donc ce qui s'est passé est édifiant puisque finalement quand on regarde les banques centrales des pays développés, à l'exception de la Banque du Japon, c'est une exception notable, on a des hausses extrêmement rapides et brutales et inédites dans l'histoire financière depuis les années 80. Il faut remonter aux années 80 pour voir des hausses de taux aussi rapides. Et en effet, après finalement 8 ans de taux zéro ou nul ou négatif en Europe, eh bien, la BCE a monté ses taux de 400 points de base en une seule année, puisque ça fait pile un an, que finalement la BCE avait surpris en remontant les taux, avait défié toutes les anticipations finalement de persistance des taux nuls, en relevant son taux directeur de 50 points de base. À l'époque, c'était déjà important, et en réalité, ce n'était que le prélude à un resserrement monétaire beaucoup plus appuyé, et qui ne concerne pas que la BCE, puisqu'on est à 5% au Royaume-Uni, on est à 5% aux États-Unis. Et ce qu'il faut noter, c'est que finalement, depuis ce resserrement monétaire, le marché est constamment surpris, non seulement par l'amplitude des hausses, ça c'était au départ, maintenant, deuxièmement, par la durée de ce resserrement monétaire, c'est-à-dire qu'au début de l'année, je rappelle qu'on était plutôt sur un plateau, et puis même des baisses de taux de la Fed en début d'année, enfin, qui devaient être délivrées surtout après. Oui, à partir au moment où on se parle. Voilà, en fait. Voilà, au moment. La réunion de juillet aurait pu être une réunion peut-être de baisse de taux. C'est ce qu'anticipaient les marchés, et surtout au moment où SVB, je rappelle, et où il y a eu plusieurs banques américaines, des petites banques américaines et Crédit Suisse ont fait défaut et ont été sauvées. Et bien finalement, enfin, nous, pas toutes fait défaut, mais elles ont été sauvées par les banques centrales notamment. Eh bien, on anticipait des baisses de taux de la Réserve fédérale. Et en fait, c'est bien le contraire qui va se produire, puisque vraisemblablement, la Réserve fédérale va poursuivre son mouvement de resserrement avec une, voire deux hausses de taux d'ici la fin de l'année. Maintenant, c'est ce qui est anticipé par les marchés. Donc, en réalité, sur les taux, on est passé sur le taux 2 ans pour avoir cette idée en tête, de 5,20 avant SVB à 3,80 après le défaut d'SVB. On est revenu à 5. Voilà. On est revenu à 5. Donc, finalement, on voit qu'il y a l'ancrage. Il est à la hausse des taux. Et puis, ce n'est pas seulement la hausse des taux, puisque il faut remettre ça dans une perspective plus large de resserrement. Quand on regarde les bilans des banques centrales, aussi bien celui de la Fed, il a commencé encore à se réduire et on a effacé toute la hausse du bilan qu'il y avait eu après post-SVB. Je te rappelle juste, petite parenthèse, les commentaires à l'époque, c'était « Oh là là, ça y est, la Fed relance le QI, on vous l'avait dit, la Fed n'arrivera jamais à réduire son bilan, au moindre pépin, on va refaire tourner la planche à billets, etc. etc. » 3 mois après, tout ça a été effacé. Exactement. Ça montre la volonté quand même. Et sur la Banque Centrale Européenne, c'est encore plus impressionnant, puisque là, on a une baisse continue du bilan, et qui maintenant s'accentue parce qu'il y a des remboursements de TLTRO des banques, des prêts qui avaient été pris à taux zéro, et qui ne sont pas, évidemment, qui ne sont pas renouvelés, qui ne sont pas réinjectés. Et donc, le bilan de la Banque Centrale Européenne baisse continuellement et désormais plus rapidement qu'auparavant. Donc, on a un mouvement de resserrement des banques centrales qui s'opère maintenant de manière mesurée,
qui n'est plus aussi évidemment brutal qu'auparavant. C'est des petits ajustements de 25 points de base sur le front des taux et un resserrement continuel par la baisse du bilan. Face à ça, sur les 12-18 derniers mois, on a cessé d'être surpris par la résilience économique qu'on a pu observer en Europe, aux États-Unis notamment, alors avec le passage de relais de l'industrie vers les services, etc. Tous ces mouvements qui sont encore les scories de la période Covid. On a vu un certain nombre d'événements financiers. Alors on a cité SVB, mais on peut remonter avant cela à la crise des fonds de pension britanniques au mois d'octobre, la faillite de FTX également dans le monde, dans la sphère crypto, qui ont été aussi des petits canaris dans la mine, mais auxquels les marchés ont parfaitement survécu jusqu'à présent, si je puis dire, Jean-Jacques. Pour autant, vous dites, on ne peut pas évacuer quand même l'idée que ce choc monétaire historique va continuer d'avoir des effets, et peut-être même que le plein effet de ce choc monétaire est encore à venir 12-18 mois après le début de ces cycles de hausse de taux. Clairement, oui. Parce que en fait, le resserrement est dans sa rapidité et sans précédent au cours des 20-30 dernières années. Et donc, il va falloir regarder de près les conséquences de ce resserrement. On peut d'ores et déjà esquisser quelques conséquences, à la fois sur le front économique, sur le front financier. D'abord, sur le front économique, il y a clairement un secteur qui en subit les conséquences dès aujourd'hui, c'est l'immobilier. Alors l'immobilier, pas tant dans la chute des prix, qui pour l'instant est assez résilient, mais surtout dans la chute des transactions. Bien sûr. En fait, on voit qu'il y a une chute moyenne, par exemple en France, je regardais les chiffres aujourd'hui, de 15% des transactions, mais avec une très forte disparité. En fait, selon les zones, des transactions qui sont résilientes dans certaines zones et un effondrement des transactions dans d'autres zones. Et puis des disparités aussi en termes de secteurs. C'est pas la même chose dans l'immobilier de bureau, dans l'immobilier commercial et dans l'immobilier résidentiel. Donc, il va falloir suivre de très près ce secteur. Parce que aussi, on sait très bien que l'immobilier, la construction neuve est sous pression, des nouvelles normes, des normes RSE notamment, que les coûts augmentent, les coûts augmentant. Les programmes ne trouvent plus d'acheteurs. Exactement. Oui. Exactement. Et cela peut arrêter les flux d'investissement dans ce secteur. Donc, première conséquence. Deuxième conséquence de la hausse des taux, c'est l'inversion des courbes. Et de ce point de vue-là, là encore, on a quelque chose qui est historiquement inédit, puisqu'on arrive à moins 100 points de base aux États-Unis, moins 75 points de base sur la courbe allemande. Ça, c'est les écarts entre le 2 ans et le 10 ans. Absolument, oui, c'est entre le 2 ans et le 10 ans. Ça veut dire que le taux 2 ans est supérieur au taux 10 ans, et de manière très notable. Et aux États-Unis, il faut remonter aux années 80 pour voir une telle inversion. De même en Allemagne. Je dirais que l'Allemagne est encore plus impressionnante au regard des standards historiques d'inversion dans la zone. Évidemment, il y a des conséquences, parce que l'inversion, premièrement, ça complexifie la transformation bancaire. On voit que les banques aux États-Unis ont commencé à être sous pression pour deux raisons. La première raison, c'est que la transformation bancaire, et c'est l'une des raisons quand même sous-jacentes au problème de SVB, n'est plus rentable, notamment l'investissement à long terme et le prêt à court terme. Et puis la deuxième raison, c'est la fuite des déposants. Oui. C'est parce que en fait, les déposants ont une incitation à fuir des dépôts qui ne sont pas rémunérés dans les banques et qui sont beaucoup plus fortement rémunérés sur les marchés obligataires courts, notamment des taux à 3 mois, des bons du Trésor à 3 mois, très très courts, qui rapportent 5% aux États-Unis et désormais quasiment, enfin un peu moins certes, mais 3,5% en Europe. Un arbitrage parfaitement rationnel du point de vue de l'épargnant, tant que les banques sont résistantes ou réticentes à transmettre ce niveau de taux dans les produits qu'elles pourraient rémunérer elles-mêmes. Voilà, donc la conséquence économique de ce fait financier, l'inversion de courbe, eh bien c'est simplement qu'il peut y avoir une raréfaction du crédit, voire même dans l'arrêt de financement de certaines activités. Évidemment, on reboucle sur l'immobilier, mais pas que. Et dans ce cadre-là, eh bien, normalement,
l'inversion de courbe, je dis bien normalement, est un indicateur précoce qui est utilisé par nombre d'économistes et même les banques centrales elles-mêmes comme un indicateur précoce de récession. C'est notamment le cas de la Réserve fédérale de New York qui utilise cet indicateur pour calculer une probabilité de récession aux États-Unis. On est à 70%. Dans les 12 prochains mois. Dans les 12 prochains mois. C'est le niveau le plus élevé, évidemment, depuis le début des années 2000, mais c'est logique, puisque l'unique indicateur de cette probabilité de récession, c'est les inversions sur la totalité de la courbe américaine. Donc ça, c'est la deuxième conséquence. Et puis la troisième conséquence, elle est plus financière. Eh bien, c'est que les investisseurs ont une incitation naturelle à aller sur le monétaire. Et cette incitation, elle est d'autant plus forte que les taux monétaires deviennent attractifs en comparaison des obligations plus longues, puisqu'on a une inversion de courbe. Donc je rappelle qu'on a 100 points de base avec le 2 ans, donc, et sur le 10 ans américain, on a même 200 points de base entre le monétaire et le 10 ans américain. Donc c'est vraiment très intéressant d'aller sur le monétaire, même par rapport à l'obligataire. Et puis, d'autre part, ça commence à devenir aussi intéressant d'aller investir sur du monétaire par rapport aux actions. Alors certes, vous allez me répondre, et vous aurez raison, de dire que sur ce premier semestre... Le Nasdaq est imbattable. Oui, le Nasdaq est à plus 40. Par rapport au livret A, il n'y a pas photo, quoi. Voilà, donc le Nasdaq est à plus 40%, mais premièrement, ce n'est pas le cas de la totalité des marchés. Il y a beaucoup de marchés de petite capitalisation, etc., qui sont légèrement positifs, mais à peine dans le vert. Je rappelle que, par exemple, que les marchés émergents qu'on prédisait comme un marché porteur en début d'année affichent une performance qui doit être autour de 0 depuis le début de l'année. Et d'autre part, finalement, ce n'est que le rattrapage de l'année précédente. Parce que même avec ces 40% de hausse sur le Nasdaq, on n'est pas au sommet. On n'est pas au sommet. Non. Donc ça, il faut bien le noter. Donc en fait, quand même. Et ça milite pour la poursuite en termes de flux d'arbitrage vers le monétaire. Parce que les flux ont déjà été massifs quand même sur le monétaire. Alors, Jean-Jacques. Ils ont été massifs, mais avec des taux qui étaient plus bas. Puisque finalement, quand on arrête les compteurs, moi j'ai les chiffres récents d'avril, vous voyez, on était à 600 milliards d'afflux sur les fonds monétaires, et c'était 58 fois plus que l'année dernière. Mais depuis, les taux ont encore augmenté, et peut-être encore vont-ils augmenter. Et donc, on peut présager que à chaque correction des marchés d'actions, à chaque inquiétude, les flux sur le monétaire seront de plus en plus importants, surtout si cette classe, et surtout pour les acteurs qui effectuent une gestion prudente et qui sont perçus comme finalement des coffres forts, j'allais dire. Des coffres forts, tout simplement parce que, et d'ailleurs, peut-être que c'est le nouvel or, parce que finalement, il n'y a peut-être plus besoin aujourd'hui d'aller chercher des actifs alternatifs qui sont volatiles. Celui-ci fournissant une performance de 5% annualisée, et en plus, probablement durable. C'est-à-dire qu'on a probablement un horizon de temps de 1 an où on est à peu près tranquille sur le fait que ces taux vont soit rester stables, peut-être, voire même augmenter. Le monétaire qui devient ou redevient une véritable classe d'actifs, qui fait partie effectivement des classes d'actifs qu'il faut considérer quand on bâtit une allocation ou une stratégie d'investissement aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci pour votre éclairage sur la situation à mi-parcours de cette année 2023. Jean-Jacques Oana qui est avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha.